Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, bienvenue dans Libreco. Ce soir, nous nous intéressons à la plus vieille institution de Martinique. La Chambre de commerce et d'industrie existe depuis bientôt 250 ans. Au cœur de ses nombreuses missions, elle accompagne les entreprises et assure des formations. Nous en parlerons avec son président, Manuel Baudouin. Dans notre bon plan zoom sur la mode des objets connectés, montres, ampoules ou même brosses à dents, plus rien n'échappe aux nouvelles technologies. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Cela fait plus de 2 siècles que la Chambre de commerce et d'industrie existe en Martinique. Ses missions ont bien évidemment évolué au fil du temps. Aujourd'hui, la CCI entend être un partenaire des entreprises. Elle propose accompagnement ou encore formation. Détails avec Karen Couturier, François Brigitte et Gaël Dufief. En plein cœur de Fort-de-France, un bâtiment historique, le siège de la Chambre de commerce et d'industrie. Créée en 1759, elle est à ce jour la plus vieille institution de la Martinique. En 250 ans, ses missions ont beaucoup évolué bien sûr, mais au fait, à quoi sert-elle exactement ? Franchement, c'est vrai que mon fils a travaillé à la chambre de commerce et je ne peux surtout pas répondre, c'est dommage. C'est concernant pour les apprentissages, pour l'emploi, tout ça. Pourquoi ça sert la chambre de commerce Non, je ne connais pas tout. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique est un établissement public de l'État qui a pour fonction de représenter le secteur privé, des entreprises qui relèvent de l'industrie, du commerce et des services. Parmi les missions essentielles de la Chambre de commerce et d'industrie, accompagner, orienter, réconseiller les chefs d'entreprise ou porteurs de projets comme M. Morellon. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis porteur d'un projet, je voulais savoir où je dois me diriger. D'accord, donc je vais vous donner la liste des pièces déjà, je vais vous dire comment ça se passe. Vous avez un document M0 à remplir, je vous emmène voir mon collègue. À sa disposition, une équipe de conseillers qui va orienter M. Morellon dans toutes ses démarches. Choix de la structure, démarches juridiques et administratives ou encore solutions de financement. Au 31 décembre 2015, 29 963 entreprises sont recensées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, soit 3,78% d'augmentation par rapport à 2014. La Chambre de commerce et d'industrie s'adapte aux réalités et aux besoins de son environnement. Nous ne sommes pas une administration, nous sommes un organisme public, mais au service de l'entreprise, nous vivons au rythme de l'entreprise et à son service. Le deuxième élément important que nous pourrions signaler, c'est la politique de proximité, puisque nous avons 3 agences et nous délocalisons dans ces lieux des conférences, des formations pour coller aux besoins les plus proches de ces ressortissants. Autre activité fondamentale de la Chambre de commerce et d'industrie, la formation. Dans quelques mois, c'est à Schœlcher que verra le jour un projet de longue haleine, le pôle consulaire de formation. On a, comme vous le savez, des activités de formation avec l'école supérieure de l'EGC, donc École supérieure de commerce. On a également de la formation continue. On a également notre centre de formation des apprentis qui regroupe 500 apprentis aujourd'hui. Et puis, on a également un centre d'études de langue à la Chambre de commerce. Donc l'idée, c'était vraiment de rassembler toutes ces activités de formation afin de mutualiser un certain nombre de coûts, de moyens et mutualiser les ressources humaines également. Un chantier qui avoisine les 16 millions d'euros, financé en partie sur fonds propres par la Chambre, mais aussi par l'État, la Caisse des dépôts et autres structures. Un investissement colossal sur lequel la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique fonde beaucoup d'espoir. Car depuis quelques années, la maîtrise des dépenses publiques n'est guère favorable aux 145 chambres de commerce et d'industrie qui, cette année encore, voient leur budget amputé. C'est une réalité qui a été prise en compte. Et donc, la Chambre de commerce s'oriente parallèlement à ses recettes fiscales en diminution, mais qui restent notables encore aujourd'hui, vers une politique de services payants. Avec des recettes extra-fiscales qui représentent près de 3,5 millions d'euros en 2015 pour 1,9 million en 2012, aucun doute, le nouveau modèle économique adopté par la Chambre fonctionne.
Manuel Baudouin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. On l'a dit, la Chambre fêtera bientôt ses 250 ans. J'aimerais donc que l'on revienne brièvement sur l'histoire de cette institution. Qu'est-ce que c'était qu'une Chambre de commerce en Martinique en 1759 et comment elle a évolué depuis ? Fondamentalement, c'était et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, premièrement, le représentant des intérêts privés vis-à-vis du pouvoir politique, donc il y a une fonction politique essentielle, représentation élue, donc démocratiquement légitime, et deuxièmement, c'est un organe qui est là pour assister ses ressortissants, c'est-à-dire les entreprises elles-mêmes, dans leur croissance, leur développement et éventuellement dans les moments de difficulté. Alors malgré son ancienneté, on l'a vu dans le micro-trottoir, on l'a constaté, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est la Chambre de commerce et d'industrie, y compris au sein de la sphère économique où son rôle est un peu plus connu, mais pas forcément toutes ses activités. Pour quelles raisons ? Alors d'abord, il n'est pas anormal et surprenant que le grand public ne connaisse pas très bien les fonctions, même si certaines d'entre elles ont été très bien connues parce que très spectaculaires. Je pense à la gestion du port et de l'aéroport. Très souvent, le grand public a identifié la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, qui les a gérées pendant un demi-siècle, à ces deux infrastructures. Mais plus fondamentalement, le monde professionnel connaît la Chambre de commerce parce que tout simplement, elle s'appuie dessus. Elle s'appuie dessus à la fois pour les actes de l'entreprise au quotidien, pour les actes d'assistance et également pour les actes de formation. Simplement, les actions que nous menons sont des actions qui sont pas forcément spectaculaires, sont des actions au quotidien. Donc, effectivement, recevoir 130 000 appels par an, ça ne se sait pas, ça ne se dit pas. Mais à l'intérieur du monde de l'entreprise, on sait, on connaît l'adresse et on connaît les services. Au cœur de vos actions figure, vous venez de le dire, l'accompagnement des entreprises. Elles sont nombreuses en Martinique. Fin 2015, on comptait 29 963 entreprises sur notre territoire, donc, dont 2 626 créées l'an dernier. C'est considérable vu la taille de notre territoire. Est-ce que l'on peut dire qu'en Martinique, il existe une fibre entrepreneuriale par rapport à d'autres départements ? Alors oui, je le dirais, mais pas en m'appuyant sur cette statistique. Les 29 000 entreprises sont pour une partie, pour l'énorme majorité, bien entendu, des entreprises réelles, mais il y a une petite partie qui sont des entreprises coquilles fiscales uniquement, donc qui devraient être décomptées de l'ensemble. Néanmoins, oui, je suis persuadé, et je ne suis pas le seul, qu'il y a une véritable fibre entrepreneuriale en Martinique. Simplement, elle a eu du mal à émerger. En réalité, le fait entrepreneurial est un fait relativement récent pour des raisons historiques évidentes. Et il a fallu un certain temps pour qu'une classe finalement nouvelle d'entrepreneurs vienne alimenter l'action économique à côté de la classe traditionnelle. Aujourd'hui, ces choses faites, j'observe que dans les projets, dans les réflexions de la jeunesse, ce n'est plus forcément le salariat qui vient en premier ordre, et la notion de création d'entreprise, de transmission d'entreprise et également de flexibilité, parce que l'entreprise suppose d'être flexible et éventuellement de se délocaliser. Oui, c'est quelque chose que l'on rencontre dans le discours de la jeunesse, donc je suis très optimiste là-dessus. C'est-à-dire que les jeunes vont vouloir créer leur propre emploi en créant une entreprise ? Absolument, aussi. ils vont vouloir créer leur propre emploi et finalement, est-ce que ce n'est pas la bonne défense, une des bonnes réponses au problème du chômage et finalement au problème de l'attractivité du pays? Ça nous interpelle tous, finalement, tous ceux qui sont en charge de la cité. Je parle des hommes politiques et je parle des hommes consulaires. La question est de savoir, est-ce que nous créons un cadre qui permettra à cette jeunesse non seulement de créer l'entreprise, mais ça c'est relativement facile, mais surtout de la faire perdurer au-delà de la 3e année, car c'est là souvent que nous avons beaucoup de chutes. Voilà, c'était ma question. Comment consolider nos entreprises, qui sont souvent des très petites entreprises, qui ont peu de trésorerie et qui ont du mal à survivre plus de 3 ans ? Alors, vous pointez effectivement un vrai problème qui est la question de la trésorerie. C'est sûr que pour faire une entreprise, il faut calibrer ses fonds propres en fonction du projet que l'on a en avance. Il faut également savoir s'exprimer vis-à-vis du monde bancaire, et tout le monde ne sait pas le faire. Donc il y a des documents particuliers, une présentation du projet qu'il faut savoir faire. Ça, ce sont des choses qui sont de notre ressort. Et puis, il faut qu'il y ait encore une fois un contexte d'accueil qui soit encourageant. Et je pense que de ce point de vue, il y a une sorte de mutation favorable de l'opinion en général, du monde politique en particulier, depuis les événements de 2009. Aujourd'hui, on sait que l'emploi de demain, ce sera un emploi qui sera lié au secteur privé. Alors, soit sous forme de salariat, et c'est un certain type d'entreprise, les plus structurées, soit sous forme de création d'entreprise. Mais il me semble que la pente est plutôt favorable. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer justement par la question du financement de ces entreprises, puisque c'est souvent là que le bas blesse. Il existe une rupture souvent dénoncée entre le monde de l'entreprise, en tout cas les petites entreprises, et les banques. Comment amener les banques à mieux jouer leur rôle de financeur de l'économie ? C'est un vrai problème, effectivement, celui de restaurer le dialogue entre l'emprunteur et le prêteur.
Mais je pense qu'il faut maintenant passer à un stade plus avancé, plus constructif que celui de la simple critique et se poser de vraies questions. Pourquoi le dialogue ne fonctionne pas? Mais bien souvent parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Le banquier, lui aussi, a des comptes à rendre. Et donc, il faut tout de même lui présenter quelque chose qui lui permettra de rendre des comptes et de prendre une décision favorable. Et c'est là qu'il y a une certaine pédagogie, un certain savoir-faire que nous essayons de démontrer à nos ressortissants, tout simplement par des services d'accueil qui vont leur permettre de mettre en page le projet qui est le leur. Par ailleurs, et là c'est une interprétation vis-à-vis des pouvoirs publics qui ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Il y a une banque qui a été créée, qui est la BPI, comme chacun sait, à qui finalement... La Banque publique d'investissement. Banque publique d'investissement, qui a concentré un certain nombre d'espoirs, parce que la présentation a été, je dirais, relativement spectaculaire. Je ne suis pas sûr que finalement les réalisations soient exactement au niveau des espoirs que cela a fait naître. Il y a une vraie question de positionnement de cette banque pour savoir si c'est une banque qui doit se comporter comme les autres, comme les banques privées, ou au contraire une banque qui doit peut-être prendre plus de risques et travailler sur le long terme, éventuellement sur des projets plus difficiles. Vous intervenez également dans le domaine de la formation, 540 apprentis l'an dernier, 2409 contrats de professionnalisation et l'ouverture dans quelques mois d'un pôle consulaire de formation à Cheshire. Que va changer ce pôle? D'abord, il va nous permettre d'exercer notre activité dans des murs dont nous serions propriétaires. Et c'est très important car jusqu'alors, nous étions dans des murs dont nous étions locataires pour un coût très important, pas loin d'1 million d'euros par an de loyer, et dans des murs qui étaient éclatés. Nous avons 3 activités qui étaient en 3 sites différents. Et donc là, nous allons pouvoir être propriétaires, ce qui veut dire que les générations de présidents qui me succéderont n'auront plus de loyer à payer. Et deuxièmement, nous aurons un bâtiment qui cumule et permet de mutualiser, comme ça a été très justement dit par la vice-présidente, des fonctionnalités communes. En clair, vous n'avez qu'un standard, vous avez des salles d'accueil qui servent aux 3 activités, etc. Donc des économies. Mutualisation d'un certain nombre de donc des économies à en attendre. Votre modèle économique, on l'a vu, qui était fondé exclusivement sur des fonds publics pendant des années, évolue aujourd'hui. D'ici 2017, les chambres de commerce et d'industrie devraient perdre 1 milliard d'euros de recettes fiscales au niveau national. Vous devez donc trouver de nouvelles ressources. Lesquelles ? Alors nous avons effectivement nous-mêmes subi cette érosion puisque dans notre mandature, nous avons perdu 30% de recettes fiscales et donc nous devons les substituer par des recettes extra-fiscales. Comme le directeur général de la Chambre l'a très bien dit dans ce reportage, nous devons aller vers le service payant. Alors, il y a un certain nombre de services qui doivent rester gratuits parce que si nous sommes subventionnés, c'est pour pouvoir les offrir. Et donc, le premier stade de l'accueil doit rester gratuit. Mais lorsque l'on monte en caractéristiques, lorsqu'on monte en spécificité, si vous venez nous voir avec un dossier particulier que vous souhaitez que nous accompagnions dans tous ces détails, alors là, nous devons, nous, être à la hauteur de votre demande, c'est-à-dire professionnaliser notre offre et nous pouvons légitimement à ce moment-là demander sur des barèmes raisonnables qu'il en soit rémunéré. Des barèmes raisonnables, c'est-à-dire ? Des barèmes qui sont... Raisonnables, c'est effectivement une très bonne question. Il ne faut pas qu'ils soient trop élevés parce qu'il n'y a aucune raison finalement de créer une marge sur nos clients. Et est-ce que vos services ne risquent pas de s'adresser finalement aux grosses entreprises et de mettre de côté non, pas du tout. Les petites qui ont moins de moyens ? Non, l'essentiel de nos services sont rendus aux petites entreprises. Les grosses, en général, sont structurées pour cela, sauf sur des dossiers très spécifiques dont nous pourrons parler. Notre clientèle de services payants s'adresse et surtout constituée de petites entreprises. Mais pour reprendre ce que je disais, il ne faut pas avoir un barème trop élevé car nous ne sommes pas là pour faire de l'argent sur nos clients. Mais il ne faut pas non plus avoir un barème trop bas parce que sinon nous allons créer une concurrence déloyale vis-à-vis d'autres entreprises qui elles aussi fournissent du service d'accompagnement et qui sont nos ressortissants. Donc c'est ça un juste barème. La CCI, ce sont également 120 salariés et des élus que vous font découvrir Karine Couturier, François Brigitte et Gaël Dufief. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, c'est aujourd'hui 120 salariés qui, à l'instar d'Éric No et Marie-Noëlle Cataillé, œuvrent au développement économique de leur pays. Bonsoir. Vous allez bien ? Bonsoir. Madame. Bonsoir. Alors Monsieur No, ça fait plus de 25 ans que vous travaillez à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, c'est bien ça ? Plus de 25 ans. C'est une fierté en regardant dans le rétroviseur, en voyant ce qu'elle a réalisé, cette CCI, en termes d'accompagnement des entreprises, accompagnement surtout à la mutation. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Bien sûr, parce que cette institution nous a permis de réaliser de grandes choses, nous a permis de rencontrer des personnes formidables à travers le monde, puisque je me suis beaucoup déplacée. Et peu d'entreprises peuvent offrir ce panel d'actions en même temps à une même personne. Je voulais avoir votre
sentiment sur, a priori, ce qui est la marque de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, l'esprit gagnant? Moi, ça m'évoque la cohésion à l'époque où nous faisions les challenges entreprises et où la CCIM représentait l'institution et avait des équipes qui gagnaient souvent. D'ailleurs, on était la bête noire de la Chambre de commerce de Guadeloupe, la Chambre de commerce de Guyane. Et moi, j'espère que toutes les personnes qui rentreront à la Chambre auront cet esprit gagnant. L'esprit gagnant, pour moi, c'est toujours plus haut avec des hommes et des femmes, des Martiniquais, des Martiniquaises, chefs d'entreprise, créateurs d'entreprise, et à leur côté, des personnes qui ont toujours des personnes, des individus qui ont envie de les accompagner à aller toujours plus haut. Toujours plus haut. Parmi ces personnes, Jean-Marc Ampigny. Comme tous les élus de la CCIM, il est avant tout chef d'entreprise. Et comme tous les élus, il s'investit et assume ses responsabilités bénévolement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel intérêt est-ce que cela représente pour vous? Alors évidemment, tout ceci se fait dans un cadre complètement bénévole, mais même, j'allais dire, pire encore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites partie d'une chambre de commerce, vous vous excluez de la possibilité de travailler avec cette chambre. Alors quand on dit cela comme ça, on se dit, mais qui est-il venu chercher là? Écoutez, donc très simplement, être membre d'une chambre de commerce, c'est un enrichissement énorme du point de vue donc, intellectuel, de la compréhension donc, de son environnement. C'est aussi la possibilité d'interagir. 2016, c'est l'année des élections. Est-ce que vous avez un petit peu de visibilité, vous? Est-ce que vous pensez que c'est la fin de votre mandat et qu'il n'y en aura pas d'autres? Ou à contrario, vous avez l'intention de... Non, vous savez, moi ce que j'espère surtout, c'est que de nouveaux chefs d'entreprise, en tout cas de nouvelles personnes s'intéressent à ces mandats. Je crois qu'il y a un vrai enjeu, la période économique est compliquée, donc plus que jamais, il faut impérativement sensibiliser l'ensemble des chefs d'entreprise pour qu'ils s'intéressent à cette institution. Manuel Beaudoin, on vient donc de découvrir un élu de la Chambre. Les prochaines élections auront lieu cette année, du 20 octobre au 2 novembre prochain. Qui peut voter à ces élections? Alors, sont électeurs et éligibles les personnes qui sont chefs d'entreprise ou les cadres dirigeants, pour faire simple. Et les élus sont donc bénévoles. Quels sont les critères pour être candidat et à quoi sert un élu de la Chambre de commerce? Les critères, c'est le vouloir, tout simplement. À partir du moment où vous avez la qualité juridique que je viens d'évoquer, vous pouvez effectivement être élu de la Chambre de commerce, en tout cas vous présenter. Il y a évidemment des conditions d'éligibilité pénale, bien sûr. Alors, à quoi ça sert? Ça sert surtout à son pays, ça sert surtout à son environnement, et donc ça sert, pourrait-on dire, à satisfaire un désir d'engagement que les chefs d'entreprise ont, et je crois qu'ils ont à un degré supérieur dans une petite collectivité, petite communauté comme la nôtre, peut-être plus que dans une grande, parce qu'il n'y a pas de dilution. Nous sommes tous vraiment responsables de notre île, chacun à sa façon. Or, les chefs d'entreprise le savent très bien, de plus en plus, le regard va se tourner, se focaliser vers l'entreprise. Donc on ne peut pas à la fois porter objectivement une grosse part de la responsabilité économique de son pays et ne pas s'intéresser à la façon de conformer finalement les décisions publiques. Car une bonne partie de notre action, c'est aussi ça. On a dit que nous étions les représentants élus, donc légitimes de nos ressortissants, mais pourquoi faire et vis-à-vis de qui? Eh bien vis-à-vis du monde politique, le monde politique local, les élus locaux, mais également le monde politique national. Et nous ne privons pas de faire remonter à la fois les demandes, mais aussi les projets que nous pouvons avoir pour notre pays. Alors, quelle est la durée d'un mandat à la CCIM? En théorie, il est de 5 ans et le gouvernement l'a porté à 6 années parce que sinon, on aurait eu des élections au même moment que les politiques et que ça n'aurait pas été une bonne chose. Restez avec nous, Manuel Beaudoin, c'est l'heure de notre chiffre de l'économie. 14%, c'est dans 2015 la hausse des ventes de véhicules neufs en Martinique par rapport à l'année 2014. 15 087 voitures ont été vendues en 2015 contre 13 234 en 2014. C'est la plus forte hausse depuis 5 ans. Ce chiffre est porteur de plusieurs bonnes nouvelles. En premier lieu, la vente des véhicules aux entreprises est particulièrement dynamique, plus 29%, ce qui atteste d'un retour de la confiance chez les chefs d'entreprise. Le secteur est aussi boosté par les bons chiffres du tourisme. Ceci entraîne une augmentation des ventes d'automobiles pour la location, plus 10%. Tous ces résultats provoquent un vent d'optimisme chez les concessionnaires qui s'attendent à une poursuite de la hausse en 2016, même si celle-ci devrait être nettement moins forte. On connaissait les smartphones et les montres connectées. La technologie s'invite maintenant dans les moindres recoins de notre quotidien. Ampoules, brosses à dents, robots, les objets se multiplient. Une boutique dédiée vient d'ouvrir à Fort-de-France. Jordan Debreuil y a fait un tour pour notre bon plan de la semaine.
Les gens sont de plus en plus connectés et les objets aussi. À Fort-de-France, une enseigne vient d'ouvrir le premier magasin connecté de Martinique. Bienvenue chez Leak. C'est très simple. Il y a un interrupteur juste ici. Tu pourras donc avoir l'interrupteur on-off. Donc là, je vais la démarrer. Et à la fin de recharge Bluetooth, tu prends ton smartphone. Tout simplement, quand tu recharges une enceinte Bluetooth, il doit te connecter à la planche. Ici, tous les gadgets les plus futuristes sont regroupés. Enceintes, montres, casques, nous ne sommes pas encore à l'ère des sabres laser et vaisseaux spatiaux de Star Wars, bien que nous retrouvons quand même nos petits robots. Alors comme on l'a constaté, le monde a subi une véritable révolution numérique, on va dire, de par les objets connectés, de par l'avancée technologique déjà. Donc aujourd'hui, chaque individu s'y retrouve et se veut, de par l'augmentation des ventes de tablettes et smartphones, que les objets connectés sont immergés et se développent à travers l'utilisation de ces objets justement. Présents depuis seulement quelques mois sur le marché, certains objets font déjà fureur, comme les drones, les chaussures ou encore ces ampoules enceintes. Ça va permettre de pouvoir jouer dans la luminosité et en plus de ça, l'haut-parleur intégré, on pourra diffuser de la musique dans la pièce. Donc c'est tout simple, c'est par Bluetooth. Une fois qu'elle est connectée, je vais sur l'application comme ceci et je pourrai jouer dans la luminosité également. Changer la couleur, faire une lumière, créer une lumière d'ambiance dans la pièce et également retourner sur la lumière blanche étincelante pour bien éclairer. De plus en plus d'objets vont apparaître comme ces lunettes à réalité virtuelle qui vous plongent dans un monde en 3D, de quoi bien entrer dans ce nouveau monde connecté. Manuel Baudouin, avant de refermer cette émission, un point sur le grand rendez-vous Made in Expo qui aura lieu cette année du 8 au 12 juin. Absolument. Made in Expo est un très bel événement qui n'a pas été inventé par nous. Il était resté silencieux pendant 14 années et nous l'avons sorti de son sommeil voici 2 ans avec, je crois, un succès unanimement commenté. Et donc nous avons décidé non pas de le refaire l'année suivante, mais tous les 2 ans. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la vitrine de tout ce que nous savons faire en Martinique, en matière économique, c'est-à-dire la vitrine des services, la vitrine de l'industrie, la vitrine de l'agroalimentaire, tout ce que la Martinique finalement a de meilleur et tout ce qu'elle peut exposer et vendre pour soi-même et pour l'extérieur. Rendez-vous au mois de juin donc. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 21 avril de 9h à 15h, Carrefour de la réussite au RSMA, Job Dating. Contact Entreprise intervient pour un atelier Premier Contact afin d'aider les demandeurs d'emploi à réussir leurs entretiens d'embauche. Jeudi 27 avril, Contact Entreprise intervient pour un atelier Premier Contact afin d'aider les jeunes de la mission locale du centre, MILSEM, à réussir leurs entretiens d'embauche. Libreco, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous mercredi prochain à 20h. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.